Nos métiers entre tension et inclusion, c'est le thème de ce rendez-vous. Alors le secteur de la restauration collective peine à recruter, alors que les opportunités sont nombreuses. On estime à 30 000 le nombre de postes à pourvoir en cuisine en 2023 dans le secteur de la restauration collective. Alors évidemment, la situation inquiète. Comment donc agir pour que la restauration collective persiste et continue de participer à la fois à l'équilibre alimentaire et à la justice sociale des enfants, des adultes et des personnes âgées de demain? Eh bien, on va explorer quelques pistes pour rendre la restauration collective plus attractive. On va parler notamment dans ce rendez-vous cet après-midi de diversification du recrutement, de valorisation des métiers, de titres professionnels spécifiques à la restauration collective ou encore de formation, d'insertion, d'inclusion de personnes porteurs de handicap. On en parle avec nos invités qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui sur ce salon Restoco. Des invités que je vous présente tout de suite. Nous sommes avec Élise Dacol. Bonjour Élise. Prenez le micro. Voilà, et on va ouvrir les micros. Vous êtes chef de service RH, pôle éducation et collège au conseil départemental de l'Essonne. Petite photographie rapide de l'Essonne en restauration collective. C'est 100 collèges, 48 000 repas jour et 315 agents dédiés, c'est bien ça? On en parlera, je pense que votre micro faut juste. Voilà, voilà, et là ça va fonctionner. Pierre Roure est à vos côtés. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes responsable des ressources humaines d'insertion à la Table de Cana Marseille. Oui. La Table de Cana, c'est un réseau national de 10 traiteurs-restaurateurs. C'est une entreprise d'insertion qui forme des personnes éloignées de l'emploi au métier de la restauration. Et particularité, si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est que la Table de Cana à Marseille donc, propose une activité de restauration collective et forme de futurs salariés pour le secteur. Tout à fait. On va en parler dans le détail tout à l'heure. Également avec nous, à mes côtés, Nicolas Paul. Bonjour Nicolas. Bonjour Christophe. Vous êtes en charge de l'unité tourisme, hôtellerie, restauration, loisirs à la direction de l'ingénierie de l'innovation et des missions de service public de l'AFPA. C'est ça. On rappelle l'AFPA. L'agence de formation professionnelle pour adultes. Voilà. Et Camille Doyen est également avec nous. Bonjour Camille, vous êtes chef de partie au GIE Gamme Restaurant qui est en charge de la restauration pour BNP Paribas. Vous êtes vous sur le site de Nanterre, restaurant d'entreprise qui produit 2000 couverts jour. 2000 couverts jour. Voilà. Et aussi, on va le signaler, vous avez terminé deuxième au concours Gargantua. Donc c'était en 2023. Gargantua, le concours de référence des cuisiniers de collectivité. Voilà. À vos côtés, Olivier Tran. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Affûté. C'est une association qui accompagne à travers ces formations innovantes en entreprise de jeunes porteurs de handicap. L'objectif, c'est évidemment de leur trouver un emploi dans le milieu ordinaire et vous accompagnez particulièrement les profils neuroatypiques, trisomie 21, autisme, trouble 10. Exactement. On en parle en détail tout à l'heure. Évidemment, on va vous présenter ces différentes initiatives. Mais avant, Élise, alors, bon, vous représentez le département de l'Essonne. Je vais vous demander de faire un état des lieux. Alors, bon, on l'a dit, je l'ai dit, 30 000, c'est ce qu'on estime, c'est l'estimation, 30 000 donc, postes à pourvoir dans la restauration collective en 2023. Le constat, l'état des lieux, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les difficultés de recrutement? Des difficultés de recrutement, d'autant plus dans la fonction publique où on n'est pas d'abord repéré comme employeur de restauration collective. Nous, on a en plus chez nous une pyramide des âges élevés. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un tiers de nos chefs qui seront à la retraite d'ici 3 ans. Un problème d'attractivité en termes de salaire. Et puis des difficultés de recrutement puisqu'on peut recruter uniquement en CDD. Donc là aussi, un manque d'attractivité. Et puis toujours l'image de la restauration collective qui peut parfois être un peu dénigrée par rapport à la restauration traditionnelle, alors qu'on attend de nos chefs vraiment autre chose. En tout cas, l'image a besoin de changer. Difficulté de recrutement. Aujourd'hui, il vous manque combien de postes, des postes à pourvoir? On a mis en place un certain nombre d'actions qui font qu'on n'a plus tellement de postes à pourvoir parce qu'on a beaucoup progressé, on a beaucoup souffert après la crise Covid. Aujourd'hui, on a encore quelques postes de chefs à pourvoir, mais moins que ça ne l'a été. En tout cas, conséquence de ces difficultés de recrutement, même si elles sont manifestement moins nombreuses aujourd'hui, ça a quand même des conséquences, notamment sur la massification de la production au niveau des collèges. Ça a été une des réponses.
on arrive à recruter des agents de restauration, des seconds un peu moins, et des chefs, c'est encore plus difficile. Donc une des solutions, ça a été de massifier la production. On a donc maintenant 5 grosses cuisines centrales, unités centrales de production, qui produisent entre 3 à 5 000 repas par jour, qui vont encore se développer. On a 2 nouvelles cuisines qui vont ouvrir d'ici 2-3 ans. Et du coup, on recrute des super chefs. Et des cuisines sur place deviennent des cuisines satellites. Et on recrute du coup sur ce profil de chef de cuisine satellite qui est quand même plus facile. On fait aussi évoluer nos agents de restauration sur ce profil-là. On a des attentes fortes sur ce profil, mais on a moins de difficultés de recrutement que sur des profils de chefs. Alors vous l'avez dit, hein, un peu moins de difficultés de recrutement en ce moment. Quels sont les leviers que vous avez actionnés ? Un levier salarial, très clairement. On a revalorisé les salaires pour être au moins aligné avec notre concurrence, qui est à la fois le secteur privé, mais aussi d'autres collectivités comme la région, qui recrutent pour ces lycées. On a aussi beaucoup travaillé sur la valorisation des métiers et l'évolution professionnelle. Donc à la fois, on recrute sur titre et sur diplôme pour aussi montrer que c'est un métier. Obligatoirement ? Obligatoirement. Pour rentrer chez vous, il faut être diplômé. Il faut être diplômé. Et par contre, on fait évoluer les agents qu'on a en interne. Donc, notamment, on a un dispositif d'accompagnement à la validation des acquis d'expérience qui nous permet de former nos agents de restauration sur des CAP cuisine et de les faire monter en second, des seconds sur des bacs pro qu'on fait monter en chef. On a même des agents d'entretien qu'on recrute via des parcours d'insertion qui deviennent après agents de restauration et qu'on fait évoluer par le biais de la VAE. Qui ont une appétence pour la restauration quand même ? Qui ont une appétence, qui de fait interviennent en restauration de plus en plus, qui leur permet d'avoir l'expérience à valider ensuite. Vous avez également diversifié les recrutements, vous avez été chercher des profils pas forcément auxquels on pense pour la restauration collective ? On fait feu de tout bois, j'ai envie de dire. Donc effectivement, là aussi, on cherche à renforcer notre visibilité pour qu'on soit identifié comme employeur. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et on a beaucoup communiqué à la fois sur les réseaux sociaux, dans les réseaux professionnels. On a en ce moment une campagne d'affichage Abribus. Voilà, on va chercher les candidats, on leur montre. On a aussi un marché d'intérim pour pallier les absences et les vacances de poste. Et on recrute beaucoup par ce biais-là, ce qui montre qu'on a quand même un modèle qui fonctionne et des conditions de travail qui sont suffisamment intéressantes pour qu'on capte ce public-là. Et on essaye de mettre en valeur nos avantages, c'est-à-dire à la fois une politique restauration très ambitieuse. On attend de nos chefs vraiment qui cuisinent maison au maximum. On attend d'eux l'éducation au goût pour nos collégiens qui travaillent sur cet aspect-là, qui travaillent sur le gaspillage alimentaire. Et puis, on a aussi des avantages à vendre en termes de rythme de travail, puisqu'il n'y a pas de travail le soir, le week-end, les vacances scolaires. On a aussi des possibilités de logement pour nos chefs de cuisine. Et ce rythme-là fait qu'on a beaucoup de personnes qui sont plutôt en fin de carrière et qui ont envie de trouver un autre rythme de travail. Et beaucoup de femmes, puisque la moitié de nos chefs de cuisine sont des femmes aujourd'hui, puisque l'égalité n'étant pas encore tout à fait là. Ce sont encore beaucoup elles qui s'occupent des enfants et ce rythme-là est assez adapté. Vous m'avez dit, lorsqu'on a préparé ce rendez-vous, les chefs de cuisine collective ont été interviewés dans la presse locale. Ça donne des résultats ? Ça donne des résultats, parce que vous voyez, encore tout à l'heure, on a une personne de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a dit hey, « j'ai entendu parler de l'Essonne ». Donc ça donne des résultats parce que, encore une fois, on arrive à recruter, en tout cas mieux que ça ne l'était il y a quelques années. Et on arrive maintenant à capter quelques candidatures sur des profils parfois plus du privé. Et ça donne des résultats. Ce n'est pas miraculeux parce qu'on reste sur un métier en tension. Et en tout cas, on arrive à garder nos personnels, à fidéliser nos personnels parce qu'ils savent qu'il y a des possibilités d'évolution. Et tout ce qu'on a mis en place en termes de formation et d'évolution, ça leur donne envie et de rester et de venir pour certains. On va s'interroger sur la place des femmes en restauration collective. On sait que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Camille, vous allez nous en parler, puisque c'est vrai que ces métiers de la restauration collective, et particulièrement chez les chefs, on a l'impression qu'aujourd'hui, c'était, du moins pendant longtemps, on a l'impression que ce n'était pas forcément ouvert aux femmes. Est-ce que c'est un cliché ou est-ce que vous partagez ce sentiment ? Ça a été un cliché pendant longtemps, un petit peu encore maintenant. On essaie d'évoluer sur ça. C'est vrai que, par exemple, dans mon entreprise, en cuisine, je suis la seule fille, pour l'instant. Dans les autres restaurants, il y a d'autres femmes, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'en tant que chef femme, on n'est pas à l'égalité.
Voilà. On a encore des a priori sur le métier de la collectivité qui est aussi un métier assez physique quand même parce qu'on monte à 2000 couverts jour. C'est pas si facile que ça, sachant que comme vous avez dit, on reste encore à la maison la plupart du temps pour s'occuper des enfants. Donc il y a la journée du travail et quand on rentre, après il faut assumer la journée aussi à la maison. Donc c'est vrai qu'il faut trouver aussi le juste milieu et il y a encore pas mal de chemin à faire sur ce niveau-là. C'est les horaires qui font que... Parce que moi je sais que je commence beaucoup plus tôt. Les employés de restauration, elles vont commencer à 8h30, donc c'est plus facile le matin pour déposer les enfants par exemple à l'école ou des choses comme ça. Donc c'est vrai que les horaires, des fois, ça peut aussi jouer là-dessus. Après, il y a pas mal d'avantages aussi. Moi, je sais que je suis partie dans la restauration collective. J'ai quitté le traditionnel à cause justement des horaires où je travaillais tous les week-ends, tous les jours fériés. Noël, je ne savais pas ce que c'était de passer Noël en famille. Voilà, donc je suis passée à la restauration collective. Et c'est vrai que j'ai redécouvert une vie autre. J'ai me refait des amis, voilà. Et vous avez découvert la restauration collective, puisque vous l'avez dit, vous arrivez de la restauration commerciale, vous avez fait de belles maisons, apprentissage au Hilton, vous avez travaillé au Sheraton, vous avez fait des saisons dans des belles maisons, et vous êtes arrivé dans la restauration collective avec un regard un peu, comment dire, négatif. J'appréhendais un petit peu, je m'étais dit oui, ça va être une cuisine, on va ouvrir que des boîtes, des choses comme ça, et en fait pas du tout. On fait la majorité du temps des produits frais, de plus en plus. Toutes nos viandes, on essaie de les faire françaises, de préférence. Nos légumes, c'est pareil, c'est du frais, on les reçoit, on doit les éplucher, les tailler, les cuire. C'est pas que des sachets qu'on ouvre et bien au contraire, on essaie de mettre en avant tous nos produits qu'on fait. Et c'est une demande aussi du client qui est de plus en plus de manger bien, sainement. Et donc, justement, il faudrait qu'on mette ça peut-être plus en avant aussi dans les recrutements. Voilà. Ouais, Élise, vous... J'acquiesce parce que effectivement, quand on s'adresse à des personnes des candidats qui sont dans la restauration traditionnelle, ils ont encore une image vieillie. Bien sûr. La restauration collective où on ouvre des boîtes, où on fait des surgelés, les clichés. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment encore un effort collectif à faire sur ce sujet. Et d'ailleurs, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, vous avez brillamment terminé la 2e place du concours Gargantua. Vous avez aussi été étonné lors de ce concours du niveau des chefs de cuisine collective. Le niveau était très élevé, moi j'ai trouvé. On était dans une gastronomie assez importante quand même. C'était un niveau assez élevé. Tout le monde s'est donné au maximum. C'était que des produits régionaux. On avait des... Comment dire, le niveau était digne d'un concours autre que de la collectivité, quoi. Ça valait n'importe quel autre concours de cuisine. Pour moi, on était vraiment... on n'était pas en dessous, bien au contraire. Et ce qui était intéressant aussi, puisqu'il y a très peu de femmes qui habituellement participent au concours Gargantua. Et là, vous ouvrez une voie peut-être. Quand même, on était 3-4 filles, on était contentes. D'ailleurs, on était qu'entre nous. Et aussi parce que c'est ouvert en équipe. Oui, voilà, c'est ça. Désormais, le concours Gargantua. C'est plus motivant maintenant, parce que le concours est ouvert en équipe. Donc en plus, on peut travailler avec notre binôme, on le connaît, on est plus rassuré. Parce qu'on n'est pas forcément mis en avant tout le temps. Et le fait d'avoir quelqu'un avec nous, ça nous pousse aussi un petit peu à nous mettre en avant. Voilà. Camille, selon vous, comment on peut changer cette image qui colle à la restauration collective ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Peut-être en faisant venir les gens dans nos restaurants, leur montrer ce qu'on produit, ce qu'on fait, que c'est pas que de la restauration basique, du surgelé ou quoi que ce soit. Bien au contraire, on est là pour montrer qu'on mange bien aussi dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans les restaurations d'entreprise. C'est de plus en plus de la cuisine fraîche, on va dire. Et c'est vrai qu'on met pas assez en avant, on n'est pas assez vu. Donc il faudrait qu'on se développe un petit peu là-dessus, je pense.
Ouais, valoriser effectivement Oui, voilà. avec un peu plus de communication. C'est ça. Et puis peut-être aussi par des titres professionnels notamment. Et ça va nous amener à Nicolas, Paul, ce que vous proposez à l'AFPA, puisque donc vous allez nous parler de la création d'une formation de cuisinier en restauration collective avec l'obtention d'un titre professionnel de niveau 3. C'est officiel depuis début juin. C'est officiel depuis le 1er juin, effectivement. Je rejoins Cécile en disant que la valorisation de nos métiers passe aussi par une valorisation par la certification. Pouvoir afficher un diplôme d'État de titre professionnel de cuisinier en restauration collective aujourd'hui, ça prend de la valeur sur un CV. J'en veux pour preuve les contenus des référentiels où on intègre toutes ces notions de travail de produits frais, de produits buts, de notions d'éco-citoyenneté des cuisiniers en restauration collective, aussi bien sur le plan de l'environnement, de la lutte contre le gaspillage alimentaire et des énergies, mais aussi toute l'utilisation raisonnée des consommables et l'éducation des convives au goût, à la nourriture. La restauration collective, c'est avant tout de la restauration. Et se restaurer, c'est pas seulement se nourrir. Vous êtes tous ici présents au salon et pouvez en être les premiers témoins. Il fallait que la certification professionnelle reconnaisse ses savoir-faire en tant que telle. Et ça a été l'esprit de la construction de ce titre professionnel. Et je tiens encore ici à remercier Philippe Lapouge, que je vois derrière, qui a participé à l'ensemble des groupes de travail, des groupes experts métiers, qui ont permis de construire un référentiel. Un référentiel de titre professionnel du ministère du Travail n'émane pas du cerveau d'un petit ingénieur dans le fond d'un bureau. C'est vraiment un travail collaboratif d'analyse du travail, de ce qui est réellement réalisé par les professionnels sur le terrain. Et ça doit permettre d'avoir une réponse montée en compétences, mais aussi une réponse repère pour les employeurs qui vont, à travers un référentiel, pouvoir identifier les compétences mises en œuvre. C'est la question que j'allais vous poser. Ce titre, ça va changer quoi, finalement, concrètement? Ça reconnaît officiellement un statut de cuisinier en restauration collective avec une technicité liée à la restauration collective. J'ai un parcours de cuisinier, j'ai fait le lycée hôtelier du Touquet il y a 30 ans maintenant. Je suis sorti, j'ai fait un parcours de grande maison, comme beaucoup d'entre nous. Et à 32 ans, quand j'ai vu ma fille grandir, je me suis dit, oh là là, il faut que je me mette un peu en retrait pour la regarder grandir. J'ai un métier passion que je vais exercer autre part, dans un établissement de restauration collective, avec tous les a priori qu'on pouvait avoir. Et finalement, ces a priori-là, je l'ai voulu les surmonter en me disant, si j'ai ce bagage technique, je vais le mettre au service des repas, du quotidien de mes convives. C'était du scolaire privé dans les Hauts-de-France, à Boulogne-sur-Mer, avec des maternelles, des primaires et des collèges. Et donc, on avait ce rôle d'éducation au goût. Et je participais aux commissions restaurants. Je venais servir les enfants le midi pour qu'ils voient aussi qu'il y avait un chef derrière et qui travaillait. Je me souviens de parents qui étaient étonnés qu'on fasse du potage frais en 99 dans une cantine scolaire. Et de traduire toutes ces évolutions techniques dans un référentiel, en parlant de techniques évolutives de cuisson en basse température, de cuisson de nuit, de rendement de produits, de lutte contre le gaspillage alimentaire, de service de repas en restauration collective avec une vraie compétence associée. Comment accueillir, comment écouter le convive dans la composition de son plateau, écouter sa petite ou grande faim, tout ça, on ne l'apprend pas à l'école hôtelière. Et nos profs d'école hôtelière, aussi bons techniciens qu'ils soient, n'ont jamais mis pratiquement les pieds dans une cuisine collective. Donc comment transmettre un savoir dont ils n'ont aucune connaissance? Ça a été ça l'enjeu de ce référentiel. Et aujourd'hui, on a eu en commission professionnelle consultative interministérielle l'unanimité qui a été faite autour de ce titre. Que ce soit la branche professionnelle, que ce soit les réseaux représentatifs comme Restoco par exemple, tout le monde a été unanime pour dire eh bien, on a enfin un titre qui marque l'entrée dans une restauration collective 2.0. Et c'était la fierté qu'on a portée à l'AFPA, qui est missionnée par le ministère du Travail pour effectuer ces travaux. Alors formation, hein, c'est 535 heures plus 210 heures en entreprise. C'est ça. Donc première ouverture donc là sur la rentrée de septembre. Alors les premières sessions en septembre, et il y a déjà des grandes entreprises qui ne sont pas des entreprises de restauration collective qui se sont emparées de ce référentiel. Alors c'est Servère, pour ne pas le citer, qui fait de la restauration pour Air France, qui souhaite professionnaliser ses cuisiniers aux techniques de restauration collective en valorisant leur formation par une qualification reconnue officiellement par l'État et par le cuisinier en restauration collective.
Alors, la restauration collective l'attendait, hein, ce titre, Oui. certainement. Et les candidats, est-ce qu'il y a une appétence, en tout cas, pour ce titre? Les candidats, je rejoins là encore ce qui a été dit auparavant, on a besoin, si ce n'est de les séduire, mais en tout cas de les informer et de les renseigner quant à ce qu'ils vont retrouver dans nos établissements de restauration collective. Effacer certains a priori, c'est par la communication, en utilisant et en relayant les chefs qui communiquent beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a des chefs sur TikTok, il y a des chefs sur Insta, donc on est les premiers relais. En participant à des salons nombreux d'apprentis, d'alternance, des salons de l'étudiant, pour expliquer aussi qu'il y a des nouveaux diplômes, mais c'est aussi et surtout en favorisant un accueil inconditionnel. On parle de 535 heures de formation, 210 heures en entreprise, des personnes qui seraient très éloignées, qui viendraient de structures d'insertion. On peut leur laisser un temps supplémentaire, individualiser leur parcours pour que, au fin du fin, ils arrivent à prendre le train et à arriver à destination avec leur certification. On fera réagir tout à l'heure Pierre, justement, sur ce point précis. Formation accessible à tous, hein, pas besoin d'expérience en cuisine. Et finalement, c'est aussi, lorsque je vous disais quels sont les objectifs et qu'est-ce que ça va changer, ça va peut-être aussi permettre d'attirer de nouveaux profils dans la restauration collective. Complètement. On a aujourd'hui à l'AFPA des personnes qui sont souvent en deuxième vie professionnelle, des personnes qui sont restées éloignées de l'emploi, qui ont fait le choix d'élever leurs enfants pendant un certain temps et qui, en intégrant une formation initiale, employé polyvalent en restauration par exemple, goûtent à l'importance et à la qualité de la restauration et ont envie de se diriger vers les postes en cuisine. C'est aussi l'immersion en entreprise qui permet de faire découvrir des métiers nouveaux, souvent mal perçus parce que très peu connus et très peu médiatisés finalement. On a de belles émissions, on a Top Chef, on a Master Chef, mais on n'a pas vraiment d'émissions qui mettent en valeur la technique et la technicité des cuisiniers en restauration collective aujourd'hui. Pas encore, on espère peut-être demain. Pas encore, voilà, moi je l'espère. Je rêve de faire un Twitch, aujourd'hui c'est un peu un média à la mode, avec un Twitch direct dans un établissement de restauration collective où on verrait la production depuis l'arrivée des produits jusqu'au service aux clients. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Alors juste pour compléter, formation dispensée par l'AFPA, mais pas que. Hein. Mais pas que. L'AFPA est un opérateur de formation qui dispense des titres professionnels, mais l'AFPA ne représente que 10% des titres professionnels. On a des centres agréés par le ministère du Travail, des écoles hôtelières, des Greta qui dispensent ces titres professionnels. Et aujourd'hui, qu'importe le lieu dans lequel on va se former, on peut se former au métier de la restauration collective. Et on a au webinaire de certification, donc d'information à ces centres agréés, eu plus de 180 centres qui ont répondu présent pour le titre de cuisinier en restauration collective. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal par rapport à d'autres titres professionnels beaucoup moins connus. La formation, hein, pour valoriser ces métiers, la restauration collective. Alors, on a un petit peu un scoop pour vous aujourd'hui. Je vais me rapprocher d'Éric Gautin, directeur du CFPPA Rungis, qui va créer une promotion certificat de spécialisation restauration collective en Île-de-France. C'est une première. Alors oui, c'est une première, sachant que le diplôme par lui-même existe depuis 2011. Hein. C'est un diplôme qui a été créé à la demande de Restauco. Aujourd'hui, qui n'existait pas en Île-de-France. La particularité, c'est qu'on n'est pas ministère de l'Éducation nationale, mais ministère de l'Agriculture. Et que, de ce fait, par notre localisation, nous, sur Rungis, et dans le cadre de la Rungis Academy, nous travaillons avec plusieurs centres de formation en restauration. Et pour le coup, on va ouvrir sur Villepinte pour le mois d'octobre, donc ce certificat de spécialisation. Alors c'est un peu un complément du titre professionnel. Hein. La différence, c'est que nous, on va s'adresser à des sorties de CAP ou de Bac Pro, donc formation initiale, pour une spécialisation dans les métiers de la restauration collective. Et aujourd'hui, on est sur des ateliers également pour travailler avec les professionnels sur la construction de la partie formation. Donc formation en 8 mois, en alternance, en apprentissage. Ça existait ailleurs, dans d'autres régions. On ne le dit encore pas en Île-de-France, donc c'est bien que la Rungis Academy s'en empare. Il y a une appétence, là, justement, de la part des candidats pour cette formation ? Alors nous, c'est une commercialisation, une communication qui est toute récente, hein, puisque c'est une décision qui a été prise il y a 2-3 mois aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir proposer des parcours de formation aux jeunes sortant de la formation restauration, cuisine principalement, et qu'ils aient un choix très large, au même titre qu'il y a des mentions complémentaires traiteur, pâtissier, etc. Aujourd'hui, il y aura la possibilité d'avoir une orientation restauration collective. Merci beaucoup Eric, merci à vous. Alors on l'a entendu notamment avec Nicolas Paul, il y a cette volonté de l'AFPA aussi de s'adresser et de proposer des formations à des gens parfois un peu éloignés de l'emploi. C'est le cas, Pierre Roux en tout cas, de la table de Cana. On va en parler avec vous. Entreprise d'insertion, tout à l'heure je l'ai dit. Donc vous avez une cuisine centrale à Marseille qui fabrique 900 repas par jour pour une trentaine de clients, centre aéré, foyer, centre de formation, le SAMU social de la ville de Marseille. Donc particularité, vos salariés sont dans des parcours d'insertion de 4 à 24 mois, c'est ça? C'est ça. Alors nous, on est entreprise d'insertion par l'activité économique, donc on est complémentaire avec un parcours de formation de l'AFPA ou de Greta. La particularité, c'est que donc, nos personnes sont salariées, ont un contrat de travail et travaillent quotidiennement. Donc aujourd'hui à Marseille, on a développé cette activité de restauration collective où on a 30 personnes qui font un parcours d'insertion qui peut durer jusqu'à 24 mois. Et ce qu'on propose, c'est vraiment un double accompagnement, un accompagnement technique en lien avec le métier. Donc on a mis en place une formation en situation de travail pour essayer de valider des pôles de compétences à notre niveau qui sont vraiment spécifiques à la restauration. On met en place une formation d'hygiène et de sécurité alimentaire qui est obligatoire dans notre secteur. Et aussi on fait des formations de déco sur l'environnement, parce qu'on pense que c'est des compétences qui seront demandées demain, des compétences supplémentaires sur la gestion du tri, sur le relevé des températures, et voilà tout ça. Oui, parce que j'allais juste vous poser la question, finalement, Pierre, ça va répondre à voilà, qui sont ces bénéficiaires de parcours d'insertion? Alors c'est très diversifié. Je crois qu'aujourd'hui, nous à Marseille, le plus jeune a 20 ans et la plus âgée a 60 ans. Donc c'est des personnes qui rencontrent des difficultés de recherche d'emploi, alors pour différentes raisons, qui sont éloignées de la recherche d'emploi classique. Mais ça peut être une maman qui a élevé ses enfants et qui est restée peut-être pendant 5-6 ans sans travailler forcément. Elle va être en marge un petit peu des recrutements classiques. Ça peut être des bénéficiaires des minima sociaux, des jeunes ou des moins jeunes, des personnes qui arrivent de l'étranger aussi, qui n'ont pas d'expérience en France et donc qui rencontrent des difficultés. Donc voilà, c'est très diversifié en termes d'âge et en termes de profil. Nous, ce qu'on demande, c'est d'avoir une appétence. Tout à l'heure, vous parlez d'appétence. Oui. Voilà, d'avoir une appétence au métier de la restauration et surtout qu'ils aient la volonté de s'engager sur ce parcours-là. Tout à l'heure, on disait que c'est des métiers qui sont durs. Donc on leur demande de travailler, mais on leur demande aussi d'être engagés dans un parcours à la fois de formation et d'essayer de résoudre des difficultés sociales en même temps. Alors quand on parle de difficultés sociales, on entend certains vont rencontrer des difficultés de logement, tout simplement. Alors là, c'est très marseillais, ça. Mais ça peut être des problématiques de santé ou juste de la confiance en soi. Voilà, ils vont venir chez nous pendant un moment pour se retravailler leur image, acquérir des compétences techniques. Tout ça dans le but de les amener vers de l'emploi classique ou une entrée en formation qualifiante. Voilà, donc formation finalement au cœur de l'entreprise, au cœur de votre entreprise d'insertion. C'est le cas aussi de vos, comment on dit, formateurs, non, comment on dit, je sais plus. J'ai un trou sur des enseignants, du moins ceux qui reçoivent la formation. Des tuteurs formateurs. Ouais. Tuteurs formateurs, voilà. Olivier Tran, vous êtes de l'association Affûté. Donc on va rappeler pour celles et ceux qui nous ont rejoints. Donc c'est une association qui permet à des jeunes porteurs de handicap de trouver du travail, c'est en tout cas l'objectif, et notamment dans la restauration collective. Et vous avez développé une méthode qui s'appelle la méthode Affûté. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors Affûté est né il y a 3 ans et demi. Je l'ai créé parce que j'ai un enfant qui est autiste sévère, qui s'appelle Alexandre et qui sortait de l'école, comme beaucoup d'enfants qui savent ni lire ni écrire, ou ni parler dans son cas. Et il s'est retrouvé à la maison, sans solution de prise en charge. Et puis on voyait, nous, à la maison, en tant que parents, qu'ils savaient quand même faire des choses. Et c'était juste un peu dommage que nos enfants soient exclus du système et en situation de mort sociale, alors qu'en fait, on voit très bien qu'ils peuvent faire des choses. Débarrasser de la vaisselle, débarrasser la table, laver, nettoyer, enfin ce genre de choses. Moi, je faisais des avions il y a 3 ans et demi.
Et j'ai créé donc ce projet pour essayer de trouver un avenir à Alexandre, mais aussi à d'autres jeunes comme lui. Et puis, en faisant ce chemin-là, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls. Il y en a beaucoup en France, puisque le handicap cognitif mental, ça touche à peu près 2 millions de personnes en France. Donc, c'est pas petit. Et la plupart de ces gens-là sont exclus du marché de l'emploi parce qu'ils n'accèdent pas non plus à l'apprentissage. Alors, tous ne savent pas forcément pas faire les mêmes choses que les autres. Certains arrivent à peu près à lire, d'autres arrivent à parler. Mais quand on n'est pas dans un code social de fonctionnement classique, eh bien, on n'a pas ce chemin-là d'apprentissage. Donc affûté, c'était le constat que nos enfants sont mis de côté pour 3 raisons majeures qu'on a identifiées. La première, c'est qu'il n'y a pas de méthode d'apprentissage pour des gens qui ne savent pas lire, pas écrire, pas parler. Donc on les laisse de côté. Deuxièmement, il y a peu de sensibilité ou sensibilisation à la différence du handicap dans nos structures. Nos structures étant très larges, les structures publiques, privées, les entreprises, les restaurations collectives également. Donc, nos enfants autistes, trisomiques, ils ne sont jamais là. Donc pourquoi ? Parce que les gens en ont peur. Donc par rapport à l'insertion, tout à l'heure on disait ça peut être un frein de se dire les gens ils ne sauront pas bosser. C'est encore plus fort, je dirais, avec le handicap, de se dire ceux-là ils ne sauront même pas faire quoi que ce soit, donc on va les laisser de côté. Et le troisième point qui est définitivement un des facteurs clés de réussite ou pas d'un projet d'inclusion, c'est justement de trouver la bonne concordance entre ce qu'ils peuvent faire, ces jeunes porteurs de handicap, et ce que les entreprises attendent qu'ils fassent. Donc de la coordination, tout simplement. Donc sur cette base de constat avec les 3 problèmes, on a bâti en effet une méthode. La première chose qu'on a bâtie, c'est une réponse au fait qu'il n'y ait pas de méthode d'apprentissage pour eux. Donc on a créé une méthode nous-mêmes d'apprentissage qui est universelle, qu'on a baptisée les FUT, des fiches universelles de tâches élémentaires, où on représente tout bêtement l'enchaînement des gestes, pas à pas, avec des dessins. Donc on paye des dessinateurs pour représenter ce qu'il y a sur un plan de travail, quels sont les ustensiles, dans quel ordre il faut prendre les ustensiles et les ingrédients où les placer, avec les zooms sur les gestes, pour que l'enfant ou le jeune qui ne sait pas lire, c'est pas un problème du tout, il n'y a pas de mots, pas de chiffres, mais avec l'expression visuelle uniquement du dessin et la force du dessin, on peut expliquer ce qu'on attend à quelqu'un. Et ça décompose toutes les tâches, en fait, ça décompose tous les élémentaires. gestes de toutes les tâches élémentaires. Parce que le projet affûté avec sa méthode, c'est de répondre à la problématique de l'inclusion de ces porteurs de handicap cognitif et mental en les faisant travailler à faire correctement des tâches élémentaires. Donc affûté, c'est l'acronyme qui veut dire Association pour la formation universelle aux tâches élémentaires. Et en même temps, ça exprime ce qu'on veut faire. On veut affûter les compétences de ces enfants. Donc affûté, on a cette méthode-là. Deuxièmement, on a un modèle économique qui est un peu différenciant puisqu'on va non pas créer un lieu de formation à part de l'entreprise ou à part de la restauration, on va demander de pouvoir former nos enfants au cœur de la restauration existante, de façon à ce qu'on lève le problème du deuxième frein à l'inclusion, qui était celui de la connaissance, de mettre ensemble les gens pour qu'ils se comprennent, qu'ils aient plus peur l'un de l'autre, les uns des autres. Donc nous, on dit, à vous, restauration collective de la BNP, par exemple, je prends un exemple parce qu'elle est à côté de moi, Camille, eh bien, vous pourriez très bien accueillir dans vos cuisines, sur des temps précis, des jeunes pour les former à votre métier. Voilà. La réponse est oui en plus, donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ça, c'est le deuxième point, c'est le modèle économique, c'est de former au cœur des entreprises pour qu'il y ait une réintroduction de la différence du handicap avec tout le monde. Comme ça, on les voit, on les côtoie, on sait comment ça marche, et on connaît aussi les limites et les compétences de ces jeunes. Et le troisième point, c'est le plus important, la fameuse coordination pour faire que ce soit une réussite. Eh bien, on demande aux chefs de devenir les formateurs de nos enfants. Donc, chef Camille, par exemple, qui ne connaît pas du tout le handicap, eh bien, on demande aux professionnels des entreprises, notamment de la restauration collective, d'être acteurs de cette inclusion en devenant les formateurs de nos enfants. Comme ça, il y a une vraie coordination, une découverte de ce qu'ils peuvent faire et de ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a un petit travail de formation au préalable quand même ? Et donc, non, il n'y a pas de travail de formation parce que justement, c'est ça le sujet dans le handicap, c'est que vous ne pouvez pas être formé à tous ces types de handicap. Vous avez une déclinaison d'autisme autant qu'il y a d'autistes. D'autisme autant qu'il y a d'autistes. La trisomie, c'est pareil, vous avez une variété immense de comportements, de façons de pouvoir être capable en motricité ou en habileté sociale. Donc, c'est un peu trop théorique
Donc nous, on ne prend pas le chemin de ce sens-là, en disant on va vous former à ce que c'est que le handicap. On va plutôt vous mettre directement en situation de former nos jeunes dès le premier jour. Et donc on vient, nous, affûter avec la méthode, un programme qui a été défini avec les entreprises en fonction des besoins des entreprises. Donc on dit, chez vous, gamme resto, qu'est-ce que vous auriez besoin que vos employés fassent demain? Ça devient le programme de formation en tâches élémentaires. Et on va travailler ensemble à ces contenus de formation, à faire de l'ingénierie de formation. Et on vient avec des experts du handicap pour accompagner les chefs de la restauration sur comment s'y prendre, comment parler à des jeunes porteurs de handicap pour les emmener dans l'acquisition des compétences pour les tâches élémentaires. On le fait dans toute la restauration de grands groupes comme Sodexo, Elior Compass, Serenest, mais aussi chez vous, là, je vois... Il y a Philippe Lafouche, peut-être, qui est avec nous, à SD Cart. On va les entendre après. Voilà, ils peuvent témoigner. On va les interroger, on aimerait bien avoir leur avis, justement, et ce retour d'expérience. Juste pour préciser, ce sont des formations, donc on a compris, au cœur de l'entreprise, formation d'1 an, avec l'objectif, évidemment, de retrouver un emploi pérenne en milieu ordinaire pour ces jeunes. Le seul objectif, c'est que nos enfants, ils aient un rôle à jouer dans cette société au milieu de nous tous. Et pas qu'on les prive d'une vie avant qu'ils aient eu leur vie, quoi. Donc c'est simplement, on demande à tout le monde qu'on puisse créer ce chemin d'inclusion pour avoir au minimum 2 heures de travail par jour. 2 heures. Voilà. Après, ça peut être un temps plein. Mais si déjà 2 heures par jour, ils viennent pour aider la chef à préparer les bases ou faire les légumes ou je sais pas quoi, eh ben c'est déjà du temps de vie pour eux. Et pour nous, les parents, c'est extraordinaire. Ça change, ça transforme le désespoir en espoir. Vous voyez, il y a un but, il y a un objectif dans la vie. Donc c'est bien le retour à l'emploi. Et on est aidé par le ministère du Travail, France Travail, pour ça, qui finance ces formations. Donc ça ne coûte rien aux entreprises qui accueillent nos enfants. Et c'est même moi qui vais vous donner de l'argent. Alors, on rappelle, juste on précise, vous l'avez dit, vous avez des partenariats avec des sociétés de restauration, mais aussi avec la cuisine centrale du 10e arrondissement de Paris, avec la cuisine centrale de la ville de Colombes et Clichy-la-Garenne. C'est ça. En fait, oui, il y a plusieurs structures qui maintenant, voyant les effets positifs et les résultats et l'inclusion, donc l'emploi que ça génère, et surtout le fait qu'il y ait une motivation des équipes autour de ce projet d'inclusion, eh bien, ça essaime un petit peu plus. Donc il y a bien la ville de Colombes qui nous soutient avec le restaurant du personnel de la ville de Colombes. Et puis, en effet, la mairie du 17e, les cuisines centrales de Paris. Et on espère, la SD Cart, on en a parlé. SD Cart, est-ce qu'on a des membres de la SD Cart, normalement? Philippe Lapouge, ou venez me voir, venez, on a... c'est Audrey Coquard, je crois, qui est avec nous. Audrey, venez. Allez, venez me voir, prenez le micro, mettez-vous là. Racontez-nous un petit peu, voilà, justement, comment ça se passe et ce retour d'expérience. Bonjour, donc on va parler en binôme puisqu'on est un collectif de travail. Donc en fait, on a rencontré Affûté par le biais d'autres effectivement expositions. Donc Affûté est venu, on a vu donc Marie Hainaut et puis Monsieur Tran. Et on a un peu discuté pour savoir comment on pouvait travailler ensemble. L'inclusion, ça a toujours été un sujet. L'équipe n'était pas mûre non plus, parce qu'il faut aussi une équipe solide, un collectif. On va en parler. Et ça, c'est excessivement important en restauration collective. Alors nous, à SD Cart, c'est une association sociale, solidaire, qui nourrit à peu près plus de 1600 agents au jour, et qui viennent donc, qui sont des personnels fonctionnaires du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc Vous êtes sur Paris ? Absolument, nous sommes Paris 5e au pied du Panthéon, donc à côté de la ministre de l'Enseignement supérieur. Et donc, l'important pour nous, c'était le social, le solidaire et l'accueil. Ça, c'est absolument essentiel. Donc, il fallait aussi que nos valeurs puissent aussi se transmettre à travers aussi l'ensemble de nos salariés et du collectif que nous avons construit. Au moment où nous avons senti avec Philippe Lapouche, qui est notre directeur, qui est aussi le trésorier de Restauco, nous avons senti que l'équipe était mûre. C'était le moment, on s'est rencontrés juste à ce moment-là. Et c'est tombé aussi sur, nous avons reçu de la part d'un de nos convives, un CV de son fils, qui était aussi autiste, et qui venait d'avoir un CAP, et qui nous a dit, voilà, mon fils recherche un emploi. Et c'était précisément au moment où on avait décidé de commencer à travailler ensemble. Donc en fait, on a inséré donc, ce jeune, qui s'appelle Raphaël, et on a été accompagné donc, par Marie Hainaut, qui est là-bas, et qui, en effet, comme ça a été indiqué, c'est de la méthode affûtée. C'est-à-dire qu'on leur a dit, voilà, on a un CV, c'était pas inscrit dans nos programmes de travail, c'est venu vraiment totalement par hasard. Et donc, Marie est venue plusieurs jours pour l'accompagner, on l'a pris en stage
D'abord sur une période très courte et puis surtout très légère en décembre, pour voir comment est-ce qu'il réagissait. Il interagissait aussi avec les agents, les collègues, et puis ensuite voir comment est-ce qu'il réagissait vis-à-vis aussi des convives. Et puis ensuite, il est venu, ça s'est très très bien passé, lui était excessivement motivé. On a décidé de continuer l'expérience et de l'accueillir pendant une période excessivement lourde, très complexe, avec des buffets, enfin bref, tous les jours, et ça s'est là aussi très très bien passé. Donc aujourd'hui, on l'a embauché, donc il est chez nous en CDI, et il est aide cuisinier, et je pense que ça se passe très bien. Je vais parler à Sylvain. Alors, oui, Raphaël nous a rejoint fin janvier. Effectivement, on avait fait plusieurs stages avant pour savoir comment l'intégrer et surtout comment l'équipe puisse aussi, parce que comme disait monsieur, la problématique c'est la différence. Comment on intègre quelqu'un de différent? Comment s'il fait des crises? Enfin, voilà, ça dépend des aspects de chacun, mais comment on fait ça? Et en fait, nous nous ont accompagnés au fur et à mesure des semaines. On l'a effectivement fait venir sur une période où on n'a pas beaucoup de couverts, mais vraiment voir les tâches, comment ils pouvaient plaquer, l'introduire au niveau du service. Par exemple, Raphaël ne peut pas faire de service face client. Donc on la remet en retrait. On l'a mis en retrait, mais plus de charger les vitrines, par exemple. Et voilà, de fil en aiguille, on l'a fait venir après sur des grosses structures de semaines où on était sur plutôt de 800-900 couverts. Et c'est très bien intégré. Aujourd'hui, l'équipe l'a pris en charge. Il y a un lien en tout cas qui s'est créé vraiment, ouais. Et il apporte sa petite touche, j'ai envie de dire, de folie et qui plaît à l'équipe, quoi. Olivier, juste on l'entend là, finalement c'est bien plus qu'accueillir un jeune porteur de handicap, il y a un projet, quoi. Exactement, en fait vous vous rendez compte à travers le témoignage que ça génère autre chose que simplement juste avoir un employé. Il apporte sa petite touche de folie. Sa petite touche de folie, chacun de ces jeunes-là, ils ont un super pouvoir. Vous savez déjà, d'une, ils aiment bien faire des tâches répétées parce que ça les rassure. Or, dans la restauration collective, vous voulez tous des employés qui aiment bien faire les tâches répétées. Ça c'est génial, déjà, ce serait bien de se rencontrer comme ça. Deuxièmement, leur super pouvoir, c'est d'être sans filtre. Complètement naturel. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de façade, il n'y a pas de mesquinerie, il n'y a pas de calcul. Ils sont entiers, ils sont toujours eux-mêmes. Et donc, avec cette force du naturel, ils peuvent vous dire les choses très simplement. Tu as une mauvaise coupe de cheveux ce matin, des trucs comme ça. Et du coup, ça crée cette partie d'humanité qui souvent manque dans les entreprises. Voilà. Et donc, ça crée cet effet de reconnexion avec l'humain, avec les autres de l'équipe, autour de sujets qui sont vraiment plus essentiels. C'est-à-dire, est-ce qu'on est là sur cette terre pour aussi donner un petit peu à d'autres la chance d'avoir une vie, d'exister. C'est ce que vous faites. Moi, je suis super heureux de cette conclusion-là. Bravo, merci à tous les deux. Alors, je voulais dire une chose, c'est qu'on continue avec Affûté, puisque là, c'était totalement par hasard. On va accueillir à partir de la rentrée, on a travaillé avec Mariano sur la logistique. C'est-à-dire, nous allons insérer donc 2 personnes qui vont être suivies, parce que c'est lourd, sur une journée de 7h30 jusqu'à 15h, c'est lourd pour une seule personne. Donc, Marie est passée une journée complète avec notre magasinier pour analyser toutes les tâches, c'est ce qui a été dit. Nous avons identifié la fiche de poste avec la liste des tâches, et Marie est venue véritablement identifier toutes les tâches qui seront à faire. Donc, normalement, à partir de septembre, nous allons accueillir 2 nouvelles personnes pour les insérer, les former, avec une volonté derrière qu'ils puissent trouver un emploi. Nous ne pourrons peut-être pas les intégrer parce que nous sommes une petite structure, mais pour qu'ils soient prêts, en effet, pour trouver un emploi derrière. C'est aussi notre rôle absolu. Voilà, bravo en tout cas. Excellent. Bravo, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Avant de conclure ce rendez-vous, cette conférence, on va peut-être vous donner la parole. Avez-vous des questions ou des retours de témoignages également à nous faire sur ce que vous venez d'entendre? C'est intéressant. Alors évidemment, on ne va pas trouver la solution aujourd'hui et vous dire que évidemment demain il n'y aura plus d'emplois à pourvoir en restauration collective. Mais l'idée c'était de vous présenter des pistes. Voilà, se dire qu'il y a des possibilités évidemment à saisir. Est-ce que vous avez des questions? C'est pas du tout une question, c'est des félicitations, des encouragements, plus, allez-y. Biscornu, 11 sur 10. Si vous faites appel à Biscornu, en toute objectivité, vous prenez une rafale d'émotions humaines. Et en plus de ça, vous servez la cause. Biscornu, c'est quoi Biscornu? Biscornu, c'est lui. Voilà. Ah, il faut nous le dire, ça, parce qu'on ne savait pas. Oui, Céline... Elle soutient énormément notre projet. En fait, le projet d'inclusion,
il a 3 structures. Aujourd'hui, il y a Affûté qui est une des structures, c'est l'organisme de formation. Il y a une deuxième structure qui s'appelle Biscornu, qui est un traiteur événementiel. Comme pour la table de Cana, on veut montrer par l'exemple que c'est possible de les employer, de les faire travailler pour faire le meilleur dans ce domaine de la gastronomie. Voilà. Donc c'est un traiteur qui est sur Paris et sur Lyon. Merci Céline pour le témoignage. Et au-delà de glorifier, sachez que moi, j'ai choisi comme traiteur Biscornu à ma dernière assemblée générale. Donc je cultive une relation de proximité avec des agriculteurs à qui ça a fait un bien fou de voir que le fruit de leur travail pouvait aussi servir à des fins humaines et non pas sociales. Merci de ce témoignage, bravo. Pas de questions, pas de retour? Si, j'arrive. Bonjour, Clara Pouletti, moi je travaille pour la société Savencia. Je voulais savoir, dans la restauration collective, il y a énormément d'enjeux nutritionnels aussi. Est-ce que dans les formations, vous pensez à former aussi sur l'aspect nutritionnel pour les enfants ou les seniors? Alors oui, complètement. Là, on revient sur le premier sujet de la compétence spécifique. On précise. Pardon, des compétences spécifiques en lien avec la restauration collective et effectivement l'équilibre alimentaire, la nutrition font partie intégrante des référentiels. Alors forcément avec un niveau 3, on ne forme pas des nutritionnistes ou des diététiciennes, mais au moins on donne les bases qui permettent de savoir équilibrer un menu, de savoir conseiller un enfant ou un senior sur la composition d'un plateau. On parle aussi de texture adaptée et non pas de texture modifiée, puisque on veut dépasser ce cadre de la modification en estimant que tout régime alimentaire est un régime à part entière. Donc ces notions-là sont intégrées au référentiel de manière intégrante. Moi, je voulais vraiment vous remercier, tous les 5, tous les 5, oui, d'avoir participé, d'avoir échangé, d'avoir témoigné comme vous l'avez fait. Et...